Bon matin, je suis José Pouliot, co-chef du Parti autochtone du Québec. Aujourd'hui, je tiens à faire une capsule parce qu'ils ont annoncé que ce soir, à Radio-Canada, il y aurait une nouvelle émission sur les faux métis du Québec. Comme dans leur habitude, ils ont invité Jacques Thériault, dit Watso, Teasdale Pouliot, ainsi que Daryl Leroux. Des gens qui sont connus pour aller sans aucune considération pour la sensibilité, puis l'identité distincte des Canadiens français et des Canadiennes françaises métissées du Québec. Une autre occasion de leur entrer dans le gras, de discriminer, de tenir des propos tendancieux et vexatoires, une manière de procéder de plus en plus régulière et même acceptée par Radio-Canada, ce qui est très discutable. Parce que Radio-Canada, dans ce genre d'émission-là, ne demande pas l'opinion d'autres experts, sinon M. Mallette, simplement pour le mettre en surlignage et avoir tout de suite Daryl Leroux qui va contredire sa position, puis d'une certaine manière le discréditer. Nous considérons que le professeur Denis Gagnon, qui a écrit, entre autres, le statut de métis, est une des personnes les plus compétentes pour discuter du sujet. Moi, aujourd'hui, je vais prendre parole, mais sachez que ce n'est pas mon opinion personnelle simplement, c'est le fruit de nombreuses années d'études et de décennies de culture familiale et de relations avec les Premières Nations, mais aussi les Canadiens et Canadiennes françaises métissés qui m'entouraient au cours de mon trajet sur le territoire du Québec, entre autres, et aussi de l'écoute attentive, et plusieurs fois même par épisode, de la présentation de l'anthropologue Serge Bouchard lors des audiences de la Commission Vient. Sur YouTube, vous êtes capable d'accéder à ça. Il y a 4 épisodes, 1, 2, 3, 4. Important d'écouter ça attentivement. Et à partir de là, de creuser, de continuer à faire vos recherches parce qu'il y a des pistes de recherche. Puis tant qu'à être là, lire aussi les livres de Serge Bouchard. Incroyable livre, plein de renseignements et d'anecdotes historiques. Et aussi de pistes. Par ailleurs, j'ai aussi écouté toutes les conférences qui étaient disponibles de l'historien Denis Delage, qui est un expert, et entre autres, ce livre-là, Le piège de la liberté, qui est essentiel, vraiment un incontournable. En plus de ça, j'ai exploré sur le net, sur YouTube, sur Dailymotion, partout où j'ai pu, toutes les conférences, toutes les réunions concernant le métissage sur le territoire du Québec. Outre cela, afin d'avoir une connaissance plus globale de la situation, depuis une année, depuis le temps où j'ai enregistré le Parti autochtone du Québec comme parti politique provincial, je me suis efforcé de lire et de me faire des cartes pour de nombreux ouvrages, ainsi que ceux-ci, et que ceux-là. Et présentement, en plus de lire celui-ci, j'ai ceux-ci qui attendent sur ma tablette. Un livre important à lire, une Bible, si vous voulez connaître la vie des Premières Nations et des Métissés au Canada. Puis si vous voulez avoir des points de vue différents, il faut que vous allez voir aussi des textes qui ont été écrits par des membres des Premières Nations. Entre autres, comme je vous en ai parlé la dernière fois, le texte « Nous n'étions pas les sauvages » de l'honorable Daniel N. Paul, ou Daniel N. Paul. Ceci étant dit, vous comprendrez donc que ma recherche est sérieuse et que c'est ce genre de recherche-là et les discussions que nous avons au sein du Conseil permanent du Parti autochtone du Québec se basent sur des faits objectifs. Il n'est pas question
d'affirmer sur la place publique aucune position qui ne sera pas étayée par des données objectives puis probantes. Ceci étant dit, autochtone au Canada, c'est quoi? La définition qu'on peut retrouver sur les sites du Canada, les peuples autochtones au Canada sont les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Les Métis, ça veut dire quoi? Ça veut dire des communautés historiques qui ont été reconnues par la Cour. Pour l'instant, Rivière-Rouge et Sault-Sainte-Marie. Donc, si vous dites que vous êtes Métis au Québec, vous affirmez quelque chose qui est légalement pas exact. Parce que vous n'êtes pas reconnu en tant que tel. Donc, une position plus simple, plus vraie, c'est de dire que vous êtes, par exemple, Canadien ou Canadienne française, métissé avec ascendance de Première Nation. Certaines personnes comme Daryl Leroux puis Tisdale Pouliot vont rire de vous en disant que oui, mais vous êtes métissé dans les années 1600 ou quelque chose comme ça. Serge Bouchard, entre autres, dans Le Peuple rieur, concernant les Inuits, dit à la fin de son livre qu'une culture, ce n'est pas un pourcentage de sang, mais bien un ensemble. Donc, une culture, ce n'est pas du sang, mais c'est justement une culture. Cette culture-là vous a été transmise, ou bien elle vous appartient. Elle fait partie de votre identité de Canadien et de Canadienne française métissée sur les territoires du Québec. De là à savoir si c'est important que vous soyez métissé en 1600, en 1700, en 1800, en 1900 ou en l'an 2000, c'est une autre question. Nous travaillons à établir des critères d'inclusion afin de pouvoir dire sur la place publique qui sont les Autochtones du Québec, autres que les Premières Nations et les Inuits. Ce travail-là est difficile. Nous devons prendre en considération toutes les communautés qui se revendiquent de cette identité-là. Autre fait, le chef Ghislain Picard a été interrogé hier concernant la nouvelle émission qui veut mettre en lumière l'abus ainsi que la fraude qu'opèrent certains métis qui vont vouloir obtenir des postes, des subventions, ainsi soit-il, dans le domaine public. Le but de la revendication que le Parti autochtone fait et va faire dans la suite des choses, c'est de définir une identité, des critères d'inclusion et pousser pour qu'il y ait un devoir de mémoire pour les Canadiens et les Canadiennes françaises métissées et voir dans quelle mesure, comme on l'a dit, ils sont autochtones ou non. La dénomination de métis ne pourra être émise que par le gouvernement du Canada dans le cadre de la loi des Indiens. Comme nous l'avons dit par ailleurs par le passé, les critères présents pour cette reconnaissance-là, c'est les 10 critères parlés de la cause Daniels, qui sont spécifiques à cette communauté de Sault-Sainte-Marie qui avait signé un traité avec le Canada, le traité Robinson. Par la suite, la Cour, sans donner aucune définition claire concernant c'est quoi un métis, elle a simplement basé ses jugements sur les 10 critères parlés afin de débouter tout le monde. Parce que dans cette grille d'analyse-là, les 10 critères parlés, il faut entre autres appartenir à une communauté historique. Une communauté historique, ça veut dire que vous n'êtes pas vraiment déplacé d'une région depuis le métissage. 300 ans, 400 ans, 200 ans ou 100 ans. C'est clair que pour le Québec, on était les coureurs des bois, on était les Canadiens français qui ont développé l'Ouest canadien, qui sont même à la base de Rivière-Rouge, qui a développé une grande partie aussi des États-Unis.
l'Oregon, Saint-Louis, qui a travaillé dans le coin de la Louisiane, dans le coin de Détroit, qui a eu un centre névralgique de communication puis d'échange à Miquili-Mackinac, dans les Grands Lacs. Donc, cet ensemble de faits-là constitue une nature distincte, c'est-à-dire que les Canadiens et les Canadiennes françaises métissées n'étaient pas attachés à un territoire donné, mais étaient nomades. Par définition, c'étaient des coureurs des bois. Donc, de demander que la reconnaissance en tant que métis passe par une communauté historique immobile, ce n'est pas très adapté à la spécificité du Québec. Nous considérons donc qu'un travail doit être fait en cours pour aller débattre de la validité des critères Paley concernant le statut de métis au Québec. Mais ce n'est pas le travail qu'on va faire, nous, en tant que Parti autochtone du Québec. Comme on l'a dit, on veut développer une reconnaissance et un statut de Canadiens, Canadiennes françaises métissées pour la province du Québec et voir dans quelle mesure on peut déterminer que ces personnes-là sont des Autochtones au Québec. Pour en revenir à ce que je disais concernant le chef Ghislain Picard, qui a été interrogé par Radio-Canada concernant l'émission qui va sortir ce soir, le 21 janvier 2021, concernant les faux métis, puis tout ce déshonneur-là, parce qu'effectivement, il y a des gens qui profitent du système avec des cartes, qui vont vouloir avoir des emplois, qui vont vouloir avoir des privilèges, puis on n'est totalement pas d'accord avec ça, parce que c'est frauduleux. On s'entend sur ça, il faut être clair là-dessus. On n'est pas d'accord avec ça. Présentement, en tant que Canadien français ou Canadienne française métissée au Québec, tu n'as aucun droit, aucun privilège, puis tu n'as même pas le droit d'aller sur la place publique pour dire que tu es un Canadien français ou une Canadienne française métissée, puis que tu es en quête de reconnaissance de ce statut-là et de ta reconnaissance d'Autochtone. Parce qu'à partir de ce moment-là, les leaders d'opinion vont te rentrer dans le gras et Radio-Canada, ainsi que les journaux, vont simplement donner la parole aux détracteurs mentionnés précédemment, c'est-à-dire Jacques Thériault, dit Watso, Teasdale Pouliot, Daryl Leroux, etc. Donc, on n'a même pas la possibilité d'affirmer qui on est. Le chef Ghislain Picard, qui a été interrogé concernant cette émission-là, malheureuse, a préféré ne pas faire de commentaires. Et c'est tout à son honneur. Parce que nous avons communiqué avec chef Ghislain Picard depuis une année, envoyé notre programme, nous avons fait des vidéos, nous avons envoyé une clé USB avec un vidéo particulier concernant nos intentions. Et il est fort probable qu'il ait maturé ou bougé sur ce point-là. Parce que dans un premier temps, l'Association des Premières Nations du Québec et du Labrador a profité d'un mémoire conjoint présenté, le projet de loi numéro 99, pour glisser dans le document un texte particulier. Enfin, dans la foulée d'harmonisation et de clarification linguistique, l'Association des Premières Nations du Québec et du Labrador souhaite porter à l'attention du gouvernement du Québec l'utilisation du terme « autochtone ». Pour les Premières Nations, il s'agit d'un terme générique utilisé couramment par le gouvernement pour désigner collectivement les Premières Nations, les Inuits et les Métis, et ce terme a peu de résonance pour nous. Afin de représenter la diversité des nations du Québec, il est recommandé d'employer le vocable Première Nation et Inuit. Ceci, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire, premièrement, que les Premières Nations et les Inuits ne doivent pas se sentir froissés quand on va sur la place publique, et on va le faire politiquement, pour l'obtention du statut d'Autochtone. Parce que, comme il le dit, ça n'a pas de résonance pour eux, ce terme-là. Ils ne se nomment pas autochtones.
Deuxièmement, dans cette déclaration-là, il est clair quelque part qu'en disant qu'il préfère le terme Première Nation et Inuit pour exprimer la diversité, ça exclut Métis. Donc, on peut comprendre que l'Association des Premières Nations du Québec et du Labrador considère qu'il n'y a pas de Métis au Québec, ou du moins dit qu'il n'y a pas de Métis au Québec par cette déclaration-là. À travers les recherches que j'ai faites, puis à travers aussi suivre le fil de discussion du chef Ghislain Picard sur Facebook, j'ai découvert que René Lévesque était pour lui un modèle, même j'ai lu quelque part un héros, parce que c'est l'homme politique qui avait été le plus loin dans la reconnaissance des Autochtones sur le territoire du Québec. Entre autres, on peut lire ici dans Entretien de chef Ghislain Picard, à la fin, dans l'appendice 3, il fait référence à la résolution de l'Assemblée nationale du 20 mars 1985 sur la reconnaissance des droits des Autochtones. J'ai cru au départ que la déclaration contenait seulement 2 pages, comme l'annexe le propose. Mais j'ai fouillé et je me suis rendu compte que la déclaration était bien plus importante que ça. J'ai trouvé dans le journal des débats de l'Assemblée nationale du 19 mars 1985, le volume 28, numéro 38, un extrait fort important. Je vais vous le lire en entier, ces quelques phrases, parce qu'il faut comprendre ce que René Lévesque a dit. Et si chef Ghislain Picard est d'accord avec cette déclaration-là sur les droits des peuples autochtones au Québec, il faut prendre l'ensemble de la déclaration. En fait, nous nous trouvions là au terme d'une première démarche entreprise par notre gouvernement depuis son premier mandat pour renouveler très sérieusement le dialogue avec nos concitoyens du peuple inuit et des nations amérindiennes, c'est-à-dire 9 nations regroupant 34 000 Amérindiens, 5 700 Inuits habitant les 14 villages du Nouveau-Québec et environ 20 000 Métis et Indiens sans statut. Donc, dans cette déclaration-là, le gouvernement reconnaissait qu'il y avait des Métis au Québec. Et quand on approuve cette déclaration-là, on doit approuver aussi ce qui est écrit dans la déclaration. Je tiens aussi à souligner qu'à ce moment-là, en 1985, le gouvernement parlait de seulement 34 000 Amérindiens, on s'entend, Première Nation, et de 20 000 Métis, et de 9 nations. On sait bien depuis ce temps-là qu'il y a 11 nations qui ont été reconnues, et il y a pratiquement 100 000 membres des Premières Nations. Donc, on peut penser, on peut voir que la situation a évolué au fil des années, depuis 35 ans, au fil aussi des recherches historiques. Donc, si à ce moment-là, il y avait 20 000 Métis et Indiens non-inscrits, on peut penser aussi que cette population-là a augmenté. On peut penser aussi qu'elle a doublé ou qu'elle a peut-être triplé. Parce que les recherches récentes, puis l'engouement pour cette cause-là a amené un tas de littérature, bien plus de littérature que j'en ai présentement, un tas de recherches universitaires, et qu'on peut mettre en lumière qu'il y a effectivement une culture distincte au Québec de Canadiens et Canadiennes françaises métissées, qui sont, si on considère l'ensemble de la question, probablement des métis. Il n'y a aucune reconnaissance qui a été faite, il faut le mentionner. Mais on peut du moins dire que ces gens-là sont de nature et de culture distinctes. Puis René Lévesque parlait de métis, mais il se trompait. Donc, on va plutôt parler d'Autochtones en voie de reconnaissance. Vous comprendrez que le Parti autochtone du Québec a un très gros travail à faire, afin d'abord d'amener les Canadiens puis les Canadiennes françaises métissées
à cesser de dire qu'ils sont des métis et à revendiquer des droits, puis des postes, des subventions ou des exemptions de taxes, ce genre de choses-là, vous comprenez, c'est-à-dire des avantages. Parce qu'il n'y a pas légalement de métis, comme je l'ai dit, au Québec. Deuxièmement, ça serait important de cesser de dire ça parce que ça porte flanc. On ouvre notre flanc à tous les détracteurs. Des gens qui sont hargneux. On peut voir des vidéos, on peut lire dans les articles de certains leaders d'opinion une rage intérieure. Pas seulement dénoncer quelque chose, mais une rage. C'est souvent même des propos racistes, parce que quand on amène sur la place publique le pourcentage de sang, en disant qu'ils ont moins que 1% de sang, entre guillemets, indien, on ramène ça à la race. Puis le gouvernement du Canada a évité de faire ça. Autant dans la loi des Indiens que la Cour a même évité de faire ça, même dans les 10 critères parlés. Nulle part il est marqué que tu dois avoir un certain pourcentage de sang indien et que ce pourcentage de sang-là indien doit dater de 100 ans, 150 ans, 200 ans. Non. C'est seulement les gens qui dénigrent, les gens qui veulent se moquer, les gens qui veulent mépriser, qui ont ces propos qu'on peut dire racistes. Il faut le dire. C'est important quand même que Radio-Canada permette ce genre de discours-là et d'opinions-là. J'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas ce que ça veut dire, parce que le Canada et la Cour ne demandent aucun pourcentage de sang indien. Le seul moment où tu es obligé d'avoir un certain nombre de générations, c'est pour avoir le statut d'Indien inscrit. Par exemple, si tu as quitté une réserve ou si tes grands-parents n'ont pas renouvelé leur statut, peu importe. Mais même dans cette condition-là, on ne parle pas de pourcentage de sang indien, entre guillemets. Non. On parle de génération par rapport à un statut d'Indien inscrit. Puis les Indiens inscrits du Québec, entre autres, sont largement métissés. On peut trouver dans les arbres généalogiques, ça fait assez longtemps finalement que le métissage existe. Si on se réfère aux usages des nations, des Premières Nations, c'est matrilinéaire. C'est-à-dire que c'est la mère qui donnait le pouvoir d'identité, qui transmettait l'identité. Ce n'était pas le père. Il y a un ensemble de facteurs qu'on peut aller explorer pour voir ce que ça signifie, ça, pour les Canadiens puis les Canadiennes françaises métissées. Donc, pour clore cette discussion, c'est important de comprendre que présentement, il y a une chasse aux sorcières, puis que les médias, Radio-Canada, Espace autochtone, puis les leaders d'opinion qui sont interrogés sans cesse et qui répètent toujours le même discours, qui tient de propos racistes, tendancieux, discriminatoires, moqueurs, méprisants, que cette chasse aux sorcières-là, elle a raison d'être pour les fraudeurs, mais que les médias, Radio-Canada, Espace autochtone, la presse, puis les experts, viennent sur la place publique pour dire que cela, ça concerne une petite partie du groupe d'individus qui cherchent à avoir une reconnaissance en tant que Canadiens, Canadiennes françaises métissées, et plus largement, de voir ce que ça signifie comme reconnaissance, comme autochtone. Mais de la manière dont c'est mené présentement, c'est qu'on met tout le monde dans le même bateau, puis on essaie de ridiculiser. C'est vraiment une atteinte à la liberté. Puis, selon la Charte canadienne, puis québécoise, puis l'ONU, on voit là un grave problème. Il n'est pas dit qu'éventuellement, le Parti autochtone du Québec ne va pas émettre des mises en demeure.
Parce que présentement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait du scrapbooking, on fait des screenshots, on accumule des articles, on accumule des déclarations d'individus spécifiques, de groupes et d'organisations, afin de monter un dossier. Parce que si un jour on est fortement attaqué, on va devoir aller sur la scène publique et mettre un frein à tout ça. Parce qu'un jour ou l'autre, il faut que ça cesse. Donc, vous comprendrez que c'est important de cesser de dire des choses qui ne sont pas véritables, qui ne sont pas légalement vérifiables. C'est important de faire une généalogie sérieuse avec des recherchistes qui sont rigoureux. Avoir des extraits de naissance, avoir aussi des extraits de mariage, avoir aussi des documents de seconde main, des articles de journaux. Ce genre de données-là, afin de nourrir, afin de venir supporter votre identité. Mais plus important que ça encore, c'est qu'à travers ces recherches-là, vous allez vous réapproprier votre culture. Parce que c'est normal qu'après 200, 300, 400 ans de bannissement et d'écrasement, surtout depuis 1760 avec l'arrivée des Britanniques, qui nous ont empêchés, en premier lieu, d'être en relation avec nos alliés de toujours, les Premières Nations, en rendant impossible la communication et même le déplacement des Premières Nations à l'extérieur des réserves. Donc, ils nous ont coupés d'une partie de notre culture. Et c'est clair qu'il y a eu une forme d'assimilation. Il y a eu une forme de perte au niveau de notre culture. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas travailler pour obtenir un devoir de mémoire. Premièrement, un devoir de mémoire des Canadiens et des Canadiennes françaises, puis des Canadiens et des Canadiennes françaises métissées, et obtenir aussi une reconnaissance de peut-être une culture qu'on pourrait nommer autochtone. C'est à voir. Mais ce qui est vraiment important de dire, c'est que même si on va sur ce front-là pour définir une identité canadienne-française et canadien-français métissé, et qu'on veut un devoir de mémoire pour cette culture distincte-là, qui est à la base du développement puis de l'exploration du Canada au complet. C'est quand même des Canadiens français qui ont fondé Rivière-Rouge. Louis Riel, c'est quand même un Canadien français. Puis Gabriel Dumont, il parlait français aussi. Donc, ils viennent de nous autres, quelque part. Puis le déploiement sur le territoire s'est fait de cette manière-là. Donc, il faut avoir ce devoir de mémoire-là envers les Canadiens, Canadiennes françaises et Canadiens et Canadiennes françaises métissées. Puis ça ne veut pas dire que parce qu'on va là, qu'on exclut ou qu'on est contre les anglophones ou les nouveaux arrivants. Non. Le Québec, c'est une province inclusive. Puis on considère que c'est une richesse. Mais à l'intérieur de ça, il y a une culture distincte. Quand le Canada reconnaît que le Québec est une culture distincte, il reconnaît entre autres que c'est à cause des Canadiens puis des Canadiennes françaises, pas à cause des nouveaux arrivants. Donc, ils prennent en considération les faits historiques. C'est essentiel qu'on aille là, qu'on développe une fête pour la célébrer. Présentement, c'est la fête nationale qui était auparavant la Saint-Jean-Baptiste, qui était typiquement une fête canadienne-française. Donc, on considère que si vous êtes Canadien puis Canadienne-française, vous devriez fêter la Saint-Jean-Baptiste de nos jours et faire des fêtes de la Saint-Jean-Baptiste, au lieu d'aller à une fête nationale. C'est plus parlant. Quand vous faites cela, vous faites le devoir de mémoire. C'est bien entendu que ça signifiait à l'époque aussi d'être catholique. On n'est pas obligé d'embrasser tous les aspects de notre culture,
puis de retourner à l'Église, puis d'être des pratiquants pour être un Canadien, Canadienne française, puis d'honorer la mémoire de nos ancêtres, puis des pères et des mères fondateurs. Non. On peut décider de le souligner parce que c'est un fait historique. On peut décider aussi de le vivre comme ça se vit de nos jours parce que personne ne demande aux Premières Nations de vivre comme ils vivaient en 1760 ou en 1500. Non. Ils vivent dans le 21e siècle, puis c'est bien heureux. Puis le Parti autochtone du Québec veut tout faire pour que le gouvernement du Québec reconnaisse la Déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones, afin qu'ils aient leur plein pouvoir politique. Et plus loin que ça, on veut fonder un Parlement autochtone, afin que sur le territoire du Québec, qui est ce pouvoir-là, soit une institution avec laquelle le Parlement du Québec aurait à discuter, simplement. Il n'est pas question d'avoir un ambassadeur qui est nommé par le gouvernement avec lequel tu vas discuter à tous les jours pour les dernières nouvelles, puis dire que c'est ça la communication entre la civilisation autochtone puis la civilisation européenne. Donc, il faut aller plus loin dans ce que l'on permet. Il faut aller plus loin dans l'émancipation des Premières Nations et des Inuits. Et il faut aller plus loin aussi dans la définition, puis la clarification de ce que seraient ou ce que sont les Métis du Québec. D'une manière qui permette à ce qu'on puisse avoir une population autochtone qui peut doubler en l'espace de quelques années. Présentement, c'est 100 000 membres des Premières Nations environ. Imaginons qu'on rajoute 100 000 membres des Autochtones hors réserve. On vient soudainement d'avoir un bassin de main-d'œuvre, d'esprit, un potentiel de réforme qui peut changer drastiquement le cours des choses dans un temps relativement court. Puis, quand on dit ça, on dit aussi que les budgets et les revendications des Premières Nations au Québec sont légitimes, puis que la reconnaissance éventuelle d'autres Autochtones au Québec ne va pas entraver ou diminuer ce que les Premières Nations reçoivent déjà. Ils n'en reçoivent pas beaucoup. Non. On va faire tout l'effort pour éduquer les nouveaux Autochtones. On va les inclure dans un processus avec des devoirs, avec une manière de collaborer qui va permettre à ce que l'épanouissement se fasse dans un rapport d'entraide, dans un rapport cordial, comme c'était le cas, en gros, avant l'arrivée des envahisseurs britanniques. Le devoir de mémoire des Canadiens, Canadiennes françaises, Canadiennes françaises métissées, c'est entre autres ça, de renouer cette alliance-là. Puis il ne faudrait pas que les Premières Nations puis les Inuits aient peur, parce que d'aucune manière, les budgets qui leur sont alloués ou la revendication des terres qu'ils font va être mise en péril. On va définir des droits spécifiques pour les Métis, entre guillemets. Puis ces droits-là, si ça concerne un accès au territoire, vont être négociés de gré à gré, généreusement, en dehors de la Cour, dans un rapport de consensus avec les Premières Nations. Puis les Premières Nations vont se rendre compte, à travers nos démarches, qu'on n'est pas des ennemis, qu'il y a des avantages à travailler avec les nouveaux Autochtones reconnus. Puis, dans ce sens-là, ça va permettre une émancipation, ça va permettre le retour sur le territoire du Québec d'une civilisation dans toutes ses dimensions, qui va permettre à chacun des membres des Premières Nations, même les membres qui sont éloignés
dans des villages qui ne sont pas desservis par la route, d'avoir accès aux meilleurs soins de santé, à l'éducation, parce que ce n'est pas acceptable que des membres des Premières Nations aient un très grand pourcentage, par exemple, de diabète et de maladies neurodégénératives de type diabétique, des personnes de 20 ans. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas acceptables présentement. Puis, le Parti autochtone du Québec va tout mettre en place, va tout faire pour que cette alliance-là entre les Inuits, les Premières Nations et les Canadiens français et Canadiennes françaises métissées débouche sur un surplus de pouvoir, un surplus de richesse et un surplus de bien-être pour permettre un futur heureux, voire glorieux. Donc, je vous remercie beaucoup. Puis, si vous écoutez ce soir le reportage de Radio-Canada, aussi vous l'écoutez un jour ou l'autre, parce que ça va rester dans les archives. N'oubliez pas ce que j'ai dit aujourd'hui, puis continuez votre recherche en lisant. C'est essentiel de lire. C'est essentiel d'écouter des conférences en ligne. C'est accessible. Allez voir la Commission vient. Allez voir la proclamation royale. Allez voir un ensemble de documents qui sont disponibles afin de pouvoir vous appuyer sur des données objectives dans ce que vous allez dire et ce que vous allez revendiquer, afin que les dénigreurs, afin que les personnes qui sont là simplement pour bafouer, nous ridiculiser, aient le souffle coupé et se questionnent eux-mêmes sur leur propre connaissance. Merci beaucoup. Salut.